dernière présentation de la soirée, donc AgoraPulse. Moi je m'appelle David, je suis Head of Data chez AgoraPulse. Et je vais vous parler de la collaboration DataOps chez AgoraPulse, mais je vais surtout vous parler de deux sujets qui sont très importants pour nous. La culture data, la mise en place d'une culture data et d'une culture Ops, via notamment l'évangélisation de la data et de l'Ops, la formation à la data et l'Ops. Je vous présenterai une petite... quelque chose qu'on a mis en place. Et puis, je vous parlerai de la créativité, l'importance d'un mindset créatif et d'un mindset problem solving dans les métiers de la data, dans les métiers de l'Ops, avec quelques exemples de projets qu'on a mis en place chez AgoraPulse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, AgoraPulse, c'est un SaaS de gestion de réseaux sociaux. Donc, nos clients nous payent un abonnement mensuel ou annuel pour gérer leurs réseaux sociaux. On permet de publier depuis une seule plateforme vers plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. On permet de centraliser tous les messages qui vont arriver des réseaux sociaux vers AgoraPulse. On a des fonctionnalités de reporting pour comprendre si les stratégies réseaux sociaux fonctionnent, ne fonctionnent pas, ce qu'il faut améliorer, donc de la data. On a sorti il n'y a pas longtemps une fonctionnalité de ROI pour comprendre le retour sur investissement que vous avez sur votre stratégie réseaux sociaux. Donc, retour sur investissement chiffré avec une vraie valeur monétaire derrière. Et plein de fonctionnalités autour. Donc voilà ce qu'on fait chez AgoraPulse. Pour donner quelques chiffres clés, c'est 35 000 social media managers qui utilisent le logiciel tous les mois. 130 pays, ça c'est un peu pour le show-off parce que la plupart de nos utilisateurs sont quand même en Europe et dans les pays anglophones. Une note de 4,6 sur 5 en moyenne sur les plateformes de notation, toujours du show-off. Sur J2, Capterra, GitHub, etc. J'ai fait une petite moyenne. Ça nous positionne en premier par rapport à nos concurrents sur le domaine du gestion de réseaux sociaux all-in-one. Et au niveau de l'entreprise, on est 150 aujourd'hui, enfin plus de 150 employés. Voilà pour poser le contexte. Et donc voici nos équipes data et ops, notre équipe data et nos équipes ops, je vais en parler rapidement. On a une équipe data qui est décomposée en fonction des besoins métiers, par secteur métier. Donc on a une personne côté data qui s'occupe de la data pour le marketing, on a une personne côté data qui s'occupe de la data pour le customer facing, donc tout ce qui va être sales, CS, dans ce cas-là aussi certains sujets exec. On a deux personnes aujourd'hui qui travaillent dans la data pour le produit, et on a une personne aujourd'hui qui travaille dans la data pour tout ce qui va être R&D, innovation, incubation de fonctionnalités produits, certains projets marketing qui ne sont pas des projets business. Voilà comment on est organisé. Avec des profils qui sont soit data analyst, soit hybrides, avec certains qui ont des spécialités plutôt data science, plutôt data engineering, etc. Et du coup, côté data, cette équipe, elle s'est mise en place au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, avec une personne côté data, puis deux, puis trois, etc. Donc on a grossi organiquement avec la croissance de l'entreprise. Côté ops, c'est un petit peu différent. On a toujours eu des ops qui étaient là, mais qui n'étaient pas forcément dans une équipe ops. Notamment l'équipe RevOps qui s'est montée en début d'année, avec les marketing ops et les sales ops qui avant étaient rattaché au pôle marketing et au pôle sales. Donc aujourd'hui, on a deux personnes côté marketing ops. Tracy, qui est manager de l'équipe RevOps, est aussi marketing ops. Donc on a deux personnes côté marketing ops, on a deux personnes côté sales ops. Toutes ces personnes sont sur le continent, étaient sur le continent américain. On a une personne maintenant qui est aussi au UK. Côté CS, notre CS Ops est rattaché à l'équipe CS et on a une Product Ops qui nous a rejoint la semaine dernière, donc je ne vais pas vraiment en parler ce soir, je n'ai pas de retour encore à donner là-dessus. Voilà comment sont structurées nos équipes. Et ce qui est intéressant sur ce fonctionnement, c'est que on a une sorte de miroir entre la façon dont on travaille côté data et les interlocuteurs côté ops. Donc côté marketing, la personne qui est spécialisée dans la data pour le marketing va travailler avec nos marketing ops. Côté customer facing, les interlocuteurs sont souvent les sales ops, CS ops. Côté produit, ça va être product ops, etc. On pourra y revenir dessus à la fin si vous avez des questions dessus, mais je ne vais pas trop m'y attarder parce que je voudrais vous parler de deux autres sujets ce soir. Premièrement, des challenges de mise en place d'une culture data ops, avec une petite citation de Peter Drucker, qui était un coach en management, qui dit comme ça que la culture mange la stratégie pour le petit déjeuner, d'où l'importance de la culture. Je suis tombé sur une étude il n'y a pas longtemps, qui est sortie il y a 2 mois, de New Vantage, qui dit que sur un panel d'entreprises qui ont été interrogées, 19,3% seulement estiment avoir réussi à mettre en place une culture data. Donc ce qui est très faible quand on entend, quand on sait que les buzzwords data, on en parle quand même depuis quelques années maintenant. Et de même, presque 92% de ces entreprises considèrent que la data, c'est une barrière, l'adoption d'une culture data, c'est une grosse barrière pour eux à l'adoption d'une stratégie data-driven.
Je pourrais vous envoyer les slides de ça avec les annexes dans lesquelles vous pourrez voir l'étude en entier, elle est assez intéressante. Et donc ça, l'adoption d'une culture data et dans notre cas aussi d'une culture Ops, c'était un de nos gros challenges des 3 dernières années. Il y a 3 ans, on faisait beaucoup de projets au doigt mouillé. On avait de la donnée, mais du Google Analytics, quelques dashboards, on avait déjà un data warehouse, etc. Mais on n'était pas forcément très data-driven. On s'est beaucoup battu pour mettre en place cette culture data sur ces 3 dernières années. C'est quelque chose qu'on a assez bien réussi à faire, notamment en partant du principe qu'on ne devait pas forcer les gens à utiliser de la donnée, mais vraiment se positionner dans le côté formateur, le côté pédagogue, en leur expliquant en quoi c'est dans leur intérêt d'utiliser de la donnée, qu'est-ce qu'eux ont gagné à utiliser de la donnée. Chaque nouveau projet qu'on lançait chez AgoraPulse, que nos équipes marketing allaient lancer, nos équipes business allaient lancer, c'était l'occasion, et c'est toujours l'occasion pour nous, d'évangéliser la donnée, d'aller accompagner ces personnes. Des fois, c'est des projets lancés par une personne, des fois par une équipe. Donc on essaye toujours d'évangéliser la donnée. Les weekly meetings, donc des meetings qu'on a toutes les semaines, le mercredi chez nous, c'est également des opportunités pour parler de données, pour présenter des chiffres, des résultats, des projets avec les résultats de ces projets, des graphiques, etc. Et régulièrement de présenter des sujets de culture de la donnée. Par exemple, il y a quelques semaines, on a fait, la semaine dernière je crois d'ailleurs, une présentation sur qu'est-ce que le business peut attendre du machine learning, de l'intelligence artificielle. Pas du tout une présentation technique, mais plutôt pour essayer de montrer un petit peu ce qu'on pouvait attendre, non pas pour créer des features produits, mais vraiment pour développer le business, en quoi ça pouvait aider l'entreprise. Donc on essaye régulièrement de mettre en place cette culture, enfin on essaie toujours, on continue toujours à mettre en place cette culture data. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup répété, ça a bien marché. Donc par rapport à il y a 3 ans où on n'avait pas beaucoup de personnes qui demandaient de la data, aujourd'hui on a trop de personnes qui nous demandent de la data. Alors c'est un problème de riche et c'est un faux problème, mais du coup on a dû mettre en place des stratégies pour scaler un petit peu les réponses qu'on pouvait donner, les questions qu'on avait régulièrement, les personnes qui se posaient des questions qui sont très fréquentes ou relativement basiques sur la data. Et donc pour scaler, on a mis en place une démarche en début d'année qui est une formation, une série de vidéos, formation à l'utilisation de la donnée chez AgoraPulse. Ça ressemble un petit peu à une formation que vous pourriez trouver sur une plateforme comme Udemy, sur laquelle on va expliquer l'intérêt de la donnée, on va parler des outils qui sont utilisés aujourd'hui chez AgoraPulse. Donc c'est là où on a travaillé également en collaboration avec les Ops, les Ops qui sont responsables d'une bonne partie de ces outils. Donc les outils qu'on utilise, comment définir les besoins en data, donc comment définir les project success metrics quand on lance un nouveau projet, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment on traque ce projet, comment on définit en avance les métriques à utiliser, quelles sont les visualisations à utiliser, etc. Essence fondamentale également, donc tout ce qui va concerner l'A/B testing, qui est chez nous géré, d'ailleurs quand c'est des A/B testing relativement simples avec du Google Optimize, etc., c'est plutôt côté Ops en réalité. L'utilisation des UTM, qui sont des sujets basiques, mais qui sont des sujets aussi importants pour la data et pour les Ops, notamment chez nous, comme on utilise HubSpot, qui a ce module d'UTM qui est utilisé par les Ops, forcément, on a besoin que toute l'entreprise sache comment utiliser les UTM, et d'autres sujets un petit peu plus avancés. Donc, ça, on l'a mis en place en début d'année. Alors, c'était pas évident de le mettre en place parce que c'était pas évident de le faire, que les gens s'y intéressent. Comme tout le monde, on a beaucoup de travail, les gens de l'entreprise ont beaucoup de travail, donc c'est compliqué d'allouer du temps à ce genre de choses-là. Ça a commencé à prendre, ça a pris de plus en plus. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des personnes qui travaillent hors tech qui regardaient cette formation, pas tous jusqu'au bout, mais en tout cas ce qui les intéressait. Et surtout, les nouveaux arrivants la regardent. Et ça, c'est important pour nous parce que ça nous évite de répondre à des questions qui sont récurrentes quand des personnes arrivent. Des choses toutes bêtes de type où est-ce que je vais trouver telle information, où est tel dashboard, ou alors des choses de type je ne comprends pas pourquoi cet outil est configuré comme ça, ou en tout cas pourquoi je retrouve ce comportement dans cet outil. Et quand on a mis en place une culture data, quand on a réussi à scaler un petit peu la formation, à se dégager un petit peu de temps, on commence à pouvoir utiliser l'intelligence collective et la créativité collective de toutes ces personnes qui comprennent la data pour réfléchir ensemble à des solutions créatives qui peuvent faire avancer le business. Je vais vous présenter 3 exemples de projets créatifs. Alors on en aurait des dizaines que j'aurais bien aimé vous présenter, mais je vais m'attarder sur 3 exemples de projets sur lesquels on a dû mettre en place ce mindset créatif, ce mindset problem solving, résolution de problèmes de façon un petit peu intelligente, chose qu'on a mis en place chez AgoraPulse. Premier sujet,
Comme beaucoup d'entre vous, je pense qu'on utilise plusieurs outils. On utilise HubSpot, Intercom, Sales Machine, HIP, etc. etc. Et tout le monde, en particulier nos ops, mais finalement toutes les équipes qui vont utiliser ces outils, vont se déplacer d'un outil à l'autre et vont régulièrement devoir regarder la même personne dans un outil et dans un autre. Le truc, c'est que quand on veut regarder par exemple la même personne ou la même entreprise dans un outil et dans un autre, c'est compliqué d'avoir un lien direct d'un outil vers l'autre parce que les URL ne sont pas les mêmes, les identifiants ne sont pas les mêmes dans les différents outils. Donc on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème qui faisait perdre beaucoup de temps à toutes nos équipes, et en particulier nos ops qui passent quand même beaucoup de temps dans les CRM, dans HubSpot, dans Sales Machine, etc. On s'est dit, alors plutôt que de récupérer les identifiants de chaque personne, de les stocker dans une base de données pour chaque personne et chaque outil, et de devoir injecter ces identifiants dans chacun des outils, pour les outils, chacun des outils connaître les identifiants des autres outils, etc. On a mis un petit système tout bête. Au milieu, on a mis une lambda. Et de n'importe quel outil, vous pouvez aller sur l'URL, alors c'est pas la vraie URL, mais sur une URL qu'on va appeler tools.agorapples.com / le nom d'un outil, / user et / notre ID interne, donc qui est connu de tous nos outils. On a une petite lambda au milieu qui va aller faire des API calls au bon outil et qui va nous rediriger vers l'outil. Et donc ça, c'est un projet qu'on a mis en place avec les ops et pour les ops en particulier. Et c'est un projet aujourd'hui qui est utilisé globalement partout. Tous les outils permettent de naviguer vers tous les outils. Les alertes Slack qu'on reçoit, parce qu'on bosse beaucoup avec des alertes Slack, on a pas mal de gros stacks basés sur les alertes Slack, contiennent aussi souvent ces URL pour nous rediriger vers les tools. Donc c'est quelque chose qui nous a pas mal aidé. Deuxième petit projet, alors qu'on a mis en place récemment, pour l'instant on est 2 à l'utiliser dans les équipes Data et Ops, mais je le trouve intéressant, donc j'avais envie de vous le présenter également. On utilise des outils différents entre les Data et l'Ops pour la gestion de nos tickets. Donc côté Data, on utilise un outil qui s'appelle Shortcut. Côté Ops, ils vont utiliser Asana. Et de toute façon, le problème qu'on a, peu importe l'outil qu'on utilise, c'est que quand on gère un ticket, qu'on le met en completed, on ne le voit plus. Il est là, mais si vous voulez savoir ce qui s'est passé il y a 6 mois et ce qui a eu un impact sur tel ou tel graphique dans HubSpot, sur tel ou tel graphique dans Data Studio, dans Looker, dans n'importe lequel de vos outils, si vous voulez savoir ce qui a eu une incidence sur ce truc-là, et pourquoi quand vous regardez aujourd'hui ce graphique, il y a eu un changement, peut-être parce qu'un bug a été corrigé, peut-être parce qu'il y a eu une nouvelle release, etc. Et ben bon courage pour aller regarder dans votre colonne done de votre Asana, dans votre colonne done de votre Shortcut ou n'importe quel autre outil. Donc nous on s'est dit si on mettait en place une page de changelog. Donc au début on était parti là-dessus avec les équipes Ops. On s'est dit pour la data et pour l'Ops, à chaque fois qu'on a un projet qui est fini, on met en place une page de changelog dans nos outils de documentation. Le problème c'est que mettre en place une page de changelog dans les outils de documentation, personne ne va le voir. Aujourd'hui on a des changelogs produits. La dernière fois je me suis posé la question de où ils étaient. J'ai quand même passé un petit moment sur la fonctionnalité recherche pour les retrouver dans la doc. Donc déjà c'est compliqué à trouver, personne ne va les voir, et puis de toute façon bon courage aussi pour faire un CTRL F et aller trouver les bons mots-clés pour retrouver ce qui a eu un impact sur le graphique que vous êtes en train de regarder. Donc on a tenté de mettre en place un petit plug Google Chrome qui va vous afficher de façon conditionnelle les changements qui ont été faits sur ce que vous êtes en train de regarder. Donc ce petit plugin, je peux peut-être vous le montrer d'ailleurs. Hop, c'est un petit plugin qui est ici, qui peut se mettre en mode domaine ou en mode URL. Donc quand vous mettez en mode domaine, vous avez les changements sur tout le domaine que vous êtes en train de regarder. Par exemple sur HubSpot, ça va être les changements qui sont arrivés sur tout HubSpot. En mode URL, c'est sur toute la section que vous êtes en train de regarder, donc l'URL et les URL filles. Par exemple, si vous êtes sur HubSpot /contact, vous aurez les changements de tout ce qui s'est passé sur HubSpot /contact, etc. Et en fait, ça, on a tout simplement intégré ça avec Asana et Shortcut de notre côté. Quand vous mettez en completed une task sur Asana et sur Shortcut, vous mettez simplement un tag changelog. Et derrière, on a une petite automatisation qui va récupérer ça, tout bête, un Zapier, qui va mettre ça dans un Google Sheet. On a une clone function derrière qui va permettre d'alimenter ça. Quand on a une nouveauté qui a été taguée changelog, on reçoit aussi une petite alerte. Et histoire de faire un peu de promotion pour la formation data, quand on va généraliser cet outil à toute l'entreprise, ici dans les petits onglets, on a un lien pour retrouver les training data, donc celui dont je parlais tout à l'heure. Et puis, je pense que j'ai un petit peu dépassé mon temps, mais je vais faire très rapidement un dernier petit exemple, tout bête. On a une histoire qui nous arrivait il n'y a pas longtemps que je trouvais assez marrante et finalement très facile à solutionner.
Nos équipes Sales Ops récupèrent régulièrement des fichiers de leads, donc des personnes à contacter, des fichiers de leads qu'ils vont contacter, démarcher des fois par email, par téléphone, etc. Et forcément, on n'a pas envie de démarcher des gens qu'on connaît déjà, des gens qui sont soit déjà dans notre CRM et qui reçoivent des emails marketing, soit des personnes qui sont déjà clients. Donc, ils avaient engagé un virtual assistant pour aller regarder, comparer un à un les personnes qui étaient déjà dans le CRM. Donc nous, on s'est dit, déjà, il y avait des erreurs, c'est surtout pour ça qu'ils sont venus vers nous à la base, côté Ops. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour leur faire gagner du temps et en même temps pour éviter l'erreur, sachant qu'eux ne voulaient pas tout automatiser, parce qu'ils avaient quand même besoin, enfin ils avaient envie de pouvoir continuer à regarder des choses à la main, à modifier le fichier à la main, etc. Et bien tout simplement, on est parti de là où on était, ils avaient le fichier régulier, enfin ils mettaient le fichier dans un Google Sheet. On a fait un petit AppScript dans lequel on a simplement besoin de donner ici dans la colonne Targeted Sheets l'onglet Google Sheet que vous voulez analyser. Vous cliquez sur le bouton Analyse et derrière on a un Google Sheet qui va faire des API calls à HubSpot et qui va aller flaguer, rajouter une nouvelle colonne et flaguer toutes les personnes qui sont déjà présentes dans HubSpot et également dans la colonne d'à côté toutes les personnes dont l'URL de l'email, le domaine de l'email, pardon, est déjà dans HubSpot. Donc si vous avez quelqu'un de la même entreprise qui est déjà dans HubSpot, on flague ça automatiquement, eux gagnent du temps, on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur humaine derrière, et ça leur permet quand même de faire leur vérification à la main, de supprimer ensuite les leads qui sont plus, dont ils ne veulent plus, de l'intégrer dans les outils, etc. Voilà pour le troisième exemple. Je voudrais simplement finir sur une petite conclusion sur ce mindset créatif qui est créatif, problem solving, etc., qui est vraiment important pour nous. Déjà, on a je pense, et c'est la mentalité qu'on a dans la boîte, c'est que on doit donner la possibilité aux équipes d'être créatifs. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui vient de Neurothrows de Netflix, où ils disent « manager par le contexte et pas par le contrôle ». C'est-à-dire que les équipes doivent avoir suffisamment de contexte pour faire leur travail de façon, avoir toutes les clés en main pour faire leur travail, mais en même temps suffisamment de latitude pour pouvoir être créatif, mettre en place des choses, suggérer des choses. On a eu des choses super qui sont sorties, qui nous ont apporté beaucoup pour le business, justement, qui ont été mis en place par nos équipes, parce qu'ils pouvaient le faire, parce qu'ils avaient la possibilité, et surtout parce qu'ils avaient le mindset pour le faire. Et puis, comment être créatif ? J'aime beaucoup cette phrase de Carl Ali, alors que je ne connaissais pas particulièrement pour le coup Carl Ali, mais je trouve que la phrase représente vraiment l'idée, ce que je pense être le moyen de développer sa créativité. Il dit qu'une personne créative, c'est une personne qui veut tout savoir, en tout cas qui veut savoir beaucoup de choses sur beaucoup de choses différentes, parce qu'il ne sait jamais quand ses idées vont se mettre ensemble, quand ses connaissances vont se mettre ensemble pour créer une nouvelle idée. Donc une personne créative, et pour développer un mindset créatif, je pense que c'est important de s'inspirer de plein de choses, de regarder ce qui sort sur le marché, par exemple dans le domaine de la tech, regarder les nouveaux produits, regarder régulièrement ce qui sort sur Product Hunt, sur Indie Hacker, d'aller s'intéresser un petit peu au marketing, d'aller regarder des grosses hacks sur The Gross List, d'aller regarder des vidéos d'Oussama Hamar, d'aller d'écouter des podcasts, etc. Tout ce qui va permettre de s'inspirer, parce que quand on s'inspire, un jour, tout va se connecter, et comme disait Steve Jobs sur probablement son meilleur discours, qui est celui dans lequel il a parrainé la promotion, une des promotions de Stanford, il disait vous ne pouvez pas connecter les points en regardant avant, regardant vers l'avant. Vous pouvez seulement les connecter en regardant par le passé. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, c'est au jour le jour, quand vous apprenez quelque chose, une nouvelle compétence, etc., vous ne savez pas forcément toujours à quoi ça va vous servir, mais probablement qu'un jour, vous allez pouvoir connecter ces points et vous dire, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas appris tout ça, eh ben, j'aurais pas eu cette super idée que j'ai aujourd'hui. Et je voulais finir là-dessus. Merci. Et est-ce qu'il y a des questions ? Tu as beaucoup parlé de projet d'automation, et sur tout ce qui est BI, comment vous organisez Alors, je vais retourner un petit peu sur l'organigramme. J'espérais justement pouvoir gratter du temps en ayant des questions là-dessus à la fin. Comme ça me permettait de pas trop parler de l'organigramme au début. Sur la BI, en fait, côté data, on a une équipe qui... on a des data analystes, des personnes qui sont vraiment orientées justement sur ces sujets de BI, qui vont mettre en place des dashboards, etc. On a des personnes qui sont profils hybrides, qui vont faire de la data engineering, de la data science, etc. Et aussi côté Ops, et dans notre cas aussi côté produit,
on a essayé de faire en sorte de donner le plus d'autonomie possible aux personnes. Donc c'est-à-dire que, en fait, un petit peu comme ce qui a été présenté avant, tout ce qui est projet assez complexe, qui va nécessiter de mettre en place des pipelines complexes ou de créer des visualisations complexes avec du code SQL ou Python, etc. derrière, des analyses un peu plus poussées, plus structurées, ça va être géré par l'équipe data. Mais on essaye au maximum de faire en sorte que les équipes puissent faire du self-serve. Côté produit, ils utilisent un outil qui s'appelle HIP, qui leur permet de faire de l'analytics produit avec du drag and drop, etc. Côté marketing, chez nous, ils utilisent beaucoup HubSpot. On a d'ailleurs ce petit challenge d'essayer de s'assurer qu'on a toujours les mêmes données et la même définition des données dans HubSpot et dans nos dashboards. On n'est pas aujourd'hui sur un outil comme Looker, on y réfléchit, ça viendra à un moment justement pour gérer ce genre de problème. Mais en tout cas, aujourd'hui, côté BI, il y a pas mal de self-serve de la part des équipes qui, ont besoin de savoir comment utiliser ces outils BI, d'où l'intérêt de la formation qu'on a mis en place. Et quand c'est des sujets plus poussés, voilà, c'est côté data qu'on gère ça. Est-ce que ça répond à la question? Ok. Ouais. Question data marketing, par exemple, data produit. Qu'est-ce qui drive le roadmap? Et la deuxième question, c'est si le marketing a besoin d'un livre de journaliste au marketing, est-ce que c'est vous, c'est toi qui pousse pour dire non, là, il faut des journalistes et qui. Ouais, alors deux questions qui sont super intéressantes. Alors côté produit, on a deux personnes aujourd'hui qui sont vraiment dédiés à la data pour le produit, qui travaillent avec les équipes produits. Ils sont rattachés à l'équipe data, mais la roadmap, elle est majoritairement drivée par le produit. On a une équipe produit qui est super, qui sont pour le coup de toutes nos équipes, les équipes qui sont les plus data-driven, les plus formées à la data. Ils ont travaillé sur des façons de définir les project success metrics et nous, on a travaillé avec eux sur comment est-ce que déjà nous, on pouvait être bons sur le produit pour les suivre, et surtout comment est-ce qu'on pouvait définir ces métriques en commun. Donc la roadmap, elle est drivée par eux, mais on travaille avec des outils communs, notamment on travaille depuis le début de l'année, alors un petit peu moins pour nous, mais eux travaillent avec l'Opportunity Search Tree, qui est une méthode de produit qui permet de partir des outcomes de l'entreprise, définir les outcomes d'un projet, et savoir quoi traquer à partir de ça, et c'est ce qui nous permet de les suivre là-dessus. Donc au final, la roadmap est définie par eux, ce qu'on doit traquer est défini en commun, et comment on le traque, dans le sens quels vont être, sans rentrer dans le détail de comment on l'implémente derrière, mais au final, nous, on va aller implémenter des POJO, on va aller implémenter tout ce qui va être la définition des événements à traquer sont gérés par nous. Donc, la roadmap par eux, en commun sur la partie définition de pourquoi et qu'est-ce qu'on veut traquer, et comment on l'implémente et comment on le définit, etc. C'est géré par nous. Et la deuxième question, excuse-moi, c'était Qu'est-ce qui demande un deuxième data analyst? Parce que c'est marketing qui va dire je veux un deuxième data analyst marketing, Ouais. c'est pour décider, ou est-ce que c'est plutôt toi qui vas dire marketing, il vous faut un deuxième data analyst? C'est plutôt nous. C'est plutôt nous en fonction des demandes qui nous arrivent. Aujourd'hui, la prochaine embauche, elle va être probablement plutôt par ici. Parce que finalement, côté marketing, on a une personne qui est dédiée au projet market, mais qu'on a vraiment, vraiment restreint au projet purement marketing. C'est-à-dire que quand ça commence à déborder un petit peu vers du sales, vers du customer success, vers du product marketing, etc., ça rentre plus vraiment dans ce scope. Donc au final, chez nous, tel que je le présente aujourd'hui, c'est pas les projets, c'est pas là où on a le plus de demandes, mais cela dit, Rémi qui est ici travaille régulièrement aussi sur des projets marketing. Donc on ajuste aussi comme ça. Mais c'est nous qui, en fonction des demandes que nous avons, allons faire grossir, continuons à faire grossir l'équipe, on essaie d'attribuer nos ressources aux bons endroits, etc. Ouais. Moi j'ai une question sur l'organisation encore. Il y a 2-3 trucs que j'ai pas compris. Les projets que tu as montrés qui sont super, c'est qui les a faits? Enfin, c'est des data du coup qui les font. Comment tu attribues? Parce que c'est des projets vraiment marketing, pas vraiment customer facing. Alors là, j'ai choisi 3 projets. J'aurais pu prendre des gros projets. Au début, je voulais parler de l'adoption de sujets de machine learning, etc., qui prennent beaucoup plus de temps. Là, volontairement, j'ai pris des projets qui sont hyper rapides à mettre en place. Cette histoire de lambda, je pense que c'est un truc qu'on a fait comme ça le temps de faire un code un peu propre, mais en pas longtemps, quoi, en 1 ou 2 heures. Pareil, le sujet de automatisation dans Google Sheet, juste le temps de lire la doc de Google Sheet parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on avait fait avant, ça a été hyper rapide à mettre en place. Et le troisième que j'ai proposé, c'était quoi? J'ai oublié ce que c'était le troisième projet. C'était, ah oui, la Chrome Extension. Alors ça, c'est un peu particulier.
Mais c'est un truc quand je dis c'est un particulier, c'est plutôt un side project finalement qu'on a fait pour le fun et qu'on a gardé dans l'entreprise. Mais de manière générale, souvent ces projets-là qu'on met en place avec des mentalités créatives, c'est des projets qui sont hyper rapides à mettre en place. Et c'est plutôt quand on a des discussions avec les équipes, souvent Ops, où on se dit, bon, ce que vous faites là, qui prend du temps, est-ce qu'on n'aurait pas un moyen de résoudre le problème avec un truc un peu facile? Et c'est pour ça que je parle de mentalité créative, on évite par exemple d'aller remettre des ID dans la base de données, de développer un gros truc, on se dit, est-ce qu'on n'a pas une solution voilà. C'est moi, selon avec qui je parle, c'est lui qui va un peu dire moi je veux bien t'aider quoi. C'est ça, pour le coup, comme il ne s'agit pas de gros projets, c'est pas des projets qu'on va incorporer dans la roadmap, c'est pas des projets qu'on aura du mal à prioriser, c'est des projets qu'on peut faire un matin ou un soir sur un coin de table, ceux-là, hein, dans le cas de ces projets-là. Et qui gère vos outils, qui gère par exemple HubSpot? L'ownership, il est côté marketing ops, et comme vous avez présenté avant, quand ça devient trop technique, ça arrive côté data. Donc par exemple, nous on a une stack qui fonctionne avec Segment, donc on envoie les données à Segment nous les envoie sur HubSpot, ça crée tout seul. Mais dans le cas d'HubSpot, typiquement Segment ne gère pas toute la notion du pipeline de deal qui est utilisée par les sales. Et donc ça, derrière, on a mis en place une lambda qui va aller gérer ça, on l'a codé, quoi. Donc pour le coup, c'est vraiment côté data engineering qu'on fait ça. Donc quand ils peuvent, c'est côté Ops. Quand ça devient, quand il y a besoin de coder, etc., c'est côté data engineering. Ouais. J'ai une question à laquelle tu t'attends sur l'organisation. Tu as verticalisé ton organisation data pour être plus proche de tes clients internes, je veux dire. Tu as mis des drapeaux en disant regarde Marketing Ops, ils sont aux États-Unis. T'as pas eu à un moment la question tu t'es pas posé la question d'internationaliser ton équipe également pour être plus proche de tes clients? Non, on ne s'est pas posé la question chez nous, mais ils se la sont posés côté produit. En fait, côté tech produit, je veux dire, donc les développeurs, etc. Côté tech produit, la plupart des équipes sont en France parce qu'on s'est rendu compte en grossissant que c'est comme ça que ça fonctionnait, que les gens soient ensemble dans les bureaux, qu'ils travaillent sur les mêmes projets ensemble, qu'ils puissent souvent se voir en meeting, etc. On a quelques experts, mais vraiment des profils très poussés et très spécialisés qui sont un peu distribués parce qu'on n'a pas forcément le choix. Mais eux, ils ont vraiment fait ce choix de rester en France. Nous, quand on a monté l'équipe data, c'était un petit peu la même chose, un petit peu sur la même mentalité. Déjà, on a commencé à monter ça avant le Covid, donc on faisait aussi un peu de télétravail. Et voilà, de manière générale, comment je peux dire ça ? On a surtout eu des personnes côté marketing, etc., qui sont à l'étranger parce que eux avaient besoin d'être à l'étranger. Parce que eux travaillent, par exemple, avec beaucoup de clients américains. Avant d'être marketing ops, d'ailleurs, certaines personnes étaient sur des segments particuliers. Mariana travaillait sur la gestion de portefeuille client au Brésil. Et avec les transformations de l'entreprise, elle est partie sur l'ops. Mais en fait, c'est plutôt eux qui sont à l'étranger parce qu'on a besoin qu'ils soient plus clients. Nous, l'idée, c'est plutôt de se dire, côté tech, en tout cas, c'est mieux de pouvoir avoir les personnes sur place. Après, on ne s'est pas posé la question, pour être honnête, de qu'est-ce qui se passerait si on distribuait l'équipe data. Mais aujourd'hui, ça fonctionne assez bien comme ça. Ouais. Sur justement le fait d'avoir l'équipe qui est en verticale, ça ne crée pas des problèmes de charge de travail ou de certains sujets qui ont beaucoup de travail, que s'il y a des expertises seulement sur une verticale, forcément la personne doit aller dans le sujet quand même. Ouais. Quelle était un peu la motivation En fait, c'est des questions qu'on s'est posées. Déjà, alors au niveau charge de travail, le fait d'avoir réparti comme ça, justement, ça nous permet de bien répartir la charge de travail. Ce qui ne change pas que des fois, tu vas avoir plus de projets côté marketing. Donc Rémi, notamment, va travailler des fois sur des projets marketing, etc. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a trouvé de mieux sur la façon de répartir la charge de travail. Et donc, quand on va grossir là où on en a besoin. Sur les compétences spécifiques, c'est une bonne question. En fait, on a sur certains postes, on a surtout besoin de profils qui sont data analystes. Côté marketing, on a plus besoin aujourd'hui de data analyst que de data scientist ou data engineer. Côté produit, on a plus besoin de data analyst que de data scientist ou de data engineer. Ça change un petit peu, on a de plus en plus de monde de data science. Côté facing, dans notre cas, c'est là où on a eu le plus de projets
qui demandent des compétences notamment de data engineering. Côté R&D, pour le coup, il y a beaucoup de compétences, mais vraiment du fait de la nature des projets, de compétences de machine learning, intelligence artificielle, data engineering pour mettre en place des pipelines aussi. Donc en fait, on a pris des profils qui étaient aussi spécialisés en fonction des besoins du scope sur lequel ils allaient travailler. Mais ça n'empêche que une des raisons pour lesquelles on a fait ça, c'est qu'on veut que tout le monde puisse monter en compétence. Aujourd'hui, des personnes qui font surtout de la data analyse et qui demandent à monter en compétence sur la data science, et ben au fur et à mesure, et surtout avec le fait que l'entreprise grossit, on leur donne des projets de data science. Et les personnes qui sont plus formées sur la data science ou la data engineering sont aussi là pour mentorer ces personnes. Donc aujourd'hui, ça fonctionne assez bien. On va voir ce que ça donne en grossissant, mais voilà, on a des profils qui sont plutôt orientés par métier, mais qui en même temps ont leur spécificité, qui en même temps, en progressant en compétences, vont apprendre de plus en plus de choses, etc. Merci à tous.